bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi 18 septembre 2020. L'Indénié Duablin pleure son roi, Sa Majesté Nana Ahiny-Bilé II, décédé le 8 janvier dernier. Le chef de l'État Alassane Ouattara était à Ahiny-Bilé-Cross ce matin pour soutenir l'Indénié Duablin touché par le malheur. Le récit de notre reporter Viviane Haïma dans un instant. 12 établissements scolaires publics bientôt rénovés, des commissariats dotés d'engins roulants. Nous irons dans la commune d'Abobo où le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé ce vendredi matin le démarrage de ces travaux qui vont durer 2 mois. Pour la réalisation de ces travaux, la commune bénéficiait d'une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Et puis dans quelques jours seulement, le chef de l'État engagera une visite d'État dans la Maraoué, mais avant le jour J. Quel est l'état de santé de ces routes? Les moteurs des Caterpillar se font déjà entendre dans la région. À suivre le diagnostic de notre reporter Kader Sogodoko. Oui, bonsoir à tous. L'Indénié Duablin pleure son roi. Les obsèques du roi du Duablin, Sa Majesté Nana Ahiny-Bilé II, décédé le 8 janvier dernier, ont eu lieu ce matin du rouge et du noir, les couleurs portées comme le veut la tradition en pareille circonstance. Et pour soutenir le peuple de l'Indénié Duablin qui passe par un moment difficile, le chef de l'État Alassane Ouattara s'est rendu à Ahiny-Bilé-Cross ce matin. Revivons ensemble l'ambiance de son arrivée avec Mamadou Kouassi. Il est 10h01 quand l'hélicoptère transportant le président de la République, Alassane Ouattara, foule le sol du royaume du Duablin. Le chef de l'État est accueilli par les cadres de la région de l'Indénié Duablin, accompagné du corps préfectoral et de plusieurs membres du gouvernement. Le président de la République, Alassane Ouattara, vient prendre part aux obsèques du roi du Duablin, Sa Majesté Nana Ahiny-Bilé II. Une visite sobre pour marquer ses liens familiaux avec la cour royale du Duablin. Le cortège peut donc se diriger sur le lieu de la cérémonie. Et pour la circonstance, pas d'honneur militaire ni de bain de foule. Mais les populations venues de tout le royaume se sont mobilisées pour lui réserver un accueil sur le lieu de la cérémonie. Sur les lieux des obsèques, c'est une foule compacte, constituée de différentes communautés et de délégations venues de plusieurs régions de Côte d'Ivoire qui l'attendent. La cérémonie peut donc commencer avec son arrivée. Voilà, le président de la République Alassane Ouattara présent donc à la cour royale dans le cadre des obsèques de Sa Majesté Nana Ahiny-Bilé II pour exprimer sa compassion et son soutien moral à l'ensemble de la cour et au peuple du Duablin. Une cérémonie qui s'est tenue dans la pure tradition à Caen, le récit de Viviane Haïma. Le Duablin, vêtu des couleurs rouge et noir, signe du deuil qui le frappe. Son roi, Sa Majesté Nana Ahiny-Bilé II, s'est couché pour toujours le 8 janvier dernier. Il est plus juste de dire en cette circonstance que le roi a mal aux pieds. Ce vendredi 18 septembre, date choisie pour ses obsèques, tambours, parleurs et grelots résonnaient infatigablement au siège de la cour royale pour annoncer officiellement la douloureuse nouvelle à tout le royaume, ainsi qu'aux nombreuses délégations venues de tout le pays pour partager ce deuil. Le président de la République, Alassane Ouattara, avait quitté Abidjan ce vendredi matin pour venir rendre un dernier hommage à Sa Majesté Ahiny-Bilé II, qu'il avait en haute estime et qu'il considérait comme un frère, et aussi pour témoigner sa solidarité au peuple duablin. L'arrivée du président de la République à la cour royale a été ressentie comme la marque d'une grande considération. Dans les échanges de civilité, le porte-parole de la cour royale, au nom de l'ensemble des rois et chefs traditionnels de l'Indénié Duablin, a exprimé la reconnaissance des autorités coutumières de toute la région au président de la République, Alassane Ouattara. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, Nana Brindou Asamandjé est le roi fondateur du royaume du Duablin. Un roi courageux, brave et même téméraire. C'est ce nom que porte Nana Brindou Asamandjé II, ici présent. Excellence, Majesté, selon nos us et coutumes, lorsque vous revenez même de la plantation,
Ceux que vous avez laissés au village vous demandent les nouvelles. En ce qui concerne la cérémonie qui nous rassemble ce matin, le porte-parole qui est chargé de demander les nouvelles sera bien entendu le porte-parole du royaume. Et le porte-parole du royaume n'est autre que Nana Ladji Aka Tano. Nana, le protecteur du royaume, vous a pris comme son fils en raison des relations qu'il avait avec votre frère aîné, le député président de l'Assemblée nationale, vice-président Gaoussou Dramane Ouattara. En raison de cette amitié, vous avez été adopté par Sa Majesté et qui vous a porté son amitié filiale jusqu'à la fin de sa vie. Le peuple du Guablin et de l'Indénié vous traduisent leurs condoléances, vous consolent en tant que fils de l'Indénié Guablin et vous demandent de vous confier à Dieu parce que la perte de votre père est la volonté de Dieu et que, avec vous et avec le Royaume uni, en communion avec le peuple, vous puissiez accompagner votre père dans des conditions les plus paisibles. Le président de la République a accompagné cette visite par des dons à la famille, aux différentes autorités du Dioablin en guise de participation aux obsèques du roi. 28 200 000 plus 10 caisses de guine. Cette enveloppe sera remise au préfet du département d'Aïmbi-le-Cros qui s'agira de faire la répartition. En plus d'être présent personnellement, ce geste du président de la République a été vivement apprécié. À l'unisson, demande l'autorisation de venir remercier Sa Majesté. Le Dioablin, honoré dans le deuil qui le frappe, a redit son attachement au président de la République, Alassane Ouattara. Le roi a donc mal aux pieds. Au terme de cette cérémonie, nos reporters ont recueilli les réactions que je vous invite à suivre à présent. Ces obsèques sont l'expression d'une reconnaissance de tout un peuple à son roi qui s'en va. C'est de notre devoir de le faire. Le président de la République, qui a eu le nom de Nana Brendou Assamandjé II, le fondateur même du royaume, je voudrais d'ailleurs profiter de votre micro pour lui présenter au nom de tout le royaume notre reconnaissance, notre gratitude pour cet honneur. Il faut noter quand même qu'il a eu 36 ans de règne et que ces 36 ans de règne doivent nous inspirer à cultiver la paix, l'amour, la concorde, l'entente et l'entraide entre nous. Faire en sorte que son œuvre soit perpétuée dans cette tradition du Guablin. C'est ce que cela nous inspire et nous voulons davantage faire en sorte que demain soit encore meilleur. La disparition du roi nous peine. C'est un vide qui nous laisse. Ce sera difficile à combler. Le roi vient de nous laisser orphelins. Parce que ce monsieur, c'est un monsieur charismatique. C'est un monsieur composeur. C'est un monsieur de parole. Anciennement, le Dioablin appartenait au royaume Bran. Le roi du Dioablin peut se considérer comme étant le premier fils du royaume Bran. Venu du Ghana, le Dioablin a été aux côtés des Brans pour mener des batailles d'occupation, je dirais, pour que nous puissions être sur ces sites. Le Dioablin et les Brans sont des frères et c'est pour cela que nous sommes là. Le message à passer, c'est avant tout l'importance d'être ancré dans la tradition. C'est cela qui fait le ciment de notre culture, de notre vie et nous pousse à aller de l'avant. Et bien sûr l'unité de la région avec deux royaumes et un seul peuple. C'est très important.
Une autre page noire dans cette édition, mesdames et messieurs, un grand homme d'église s'en est allé. Son inhumation s'est faite ce vendredi. Monseigneur Laurent Mandjo, évêque à la cathédrale Saint-André de Yopougon, premier évêque du diocèse de Yopougon. 38 ans de vie sacerdotale à son actif. Avant son inhumation, le clergé et ses paroissiens, ses fidèles, lui ont rendu hommage pour tout ce qu'il aura accompli pour l'avancement de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. On en sait un peu plus avec Grace Kando. Avant sa mise en terre, Monseigneur Laurent Akran Mandjo reçoit les insignes et attributs liés à sa charge pastorale. C'est ici, à la crypte de la nouvelle cathédrale en chantier du diocèse de Yopougon, que repose à jamais le prélat. 38 ans de vie sacerdotale, dont 33 consacrés à l'épiscopat. Que des témoignages. À travers Mandjo, on sentait l'amour du prochain. Il était un homme ouvert. Il a rassemblé l'Église, le diocèse. Il a cultivé les valeurs d'humilité. Il savait consoler les fidèles quand ils étaient dans la détresse. Le gouvernement, aux côtés de l'Église catholique, pour marquer sa solidarité. Aujourd'hui, nos cœurs sont en peine, mais en même temps chargés d'espérance. Il a porté la croix glorieuse du Christ pendant les moments de vicissitude. Et nous voudrions en ce jour lui rendre un ultime hommage et nous inspirer de sa vie pour être nous aussi porteurs de la croix du Christ pendant nos vicissitudes, pour que la paix règne dans nos cœurs, la paix règne dans notre pays. Docteur en droit canonique, l'évêque émérite du diocèse de Yopougon a exercé son ministère aux 4 coins du pays. Plusieurs actions sont à mettre à son actif. Premier évêque à instaurer les communautés ecclésiales de base, le diaconat permanent dans l'Église catholique, la création de plus d'une 50aine de paroisses et l'ordination de 263 prêtres. Le clergé lui rend hommage. Un pasteur zélé et dévoué, il avait une obsession traduite par sa devise épiscopale « Ministrare sed non ministrari », qui se traduit « servir et non être servi ». Comme son maître Jésus, il a travaillé sans compter, quelquefois même au détriment de sa santé. Comme il le disait lui-même, il faut toujours faire confiance au Seigneur qui nous appelle. Moi, je me confie à la providence. Je fais confiance au Seigneur pour le reste. L'Église catholique perd ainsi un grand homme de Dieu. Monseigneur Laurent Mandjo est né en 1940 à Songon-Agban. Il a été ordonné prêtre par le cardinal Bernard Yago en 1982. Il a été nommé premier évêque du diocèse de Yopougon par le pape Jean-Paul II. Paix donc à l'âme du défunt. Deuxième titre de ce journal, 12 établissements scolaires publics de la commune d'Abobo vont bientôt être rénovés. Des commissariats de cette commune seront dotés d'engins roulants, des investissements qui s'inscrivent dans le cadre du projet à impact rapide pour lequel la commune d'Abobo bénéficie d'une enveloppe de près d'1 milliard de francs CFA. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a lancé ce vendredi matin le démarrage de ces travaux qui vont durer 2 mois. On en sait davantage avec Didier Nguessan. Groupes scolaires ont entouré dans la commune d'Abobo. Ce bâtiment décoiffé de 4 classes est en rénovation. Décapage du plancher, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour livrer le bâtiment d'ici à 2 mois. Ils reçoivent la visite du Premier ministre et maire de la commune d'Abobo qui met la main à la pâte. Ahmed Bakayoko lance officiellement les travaux du projet à impact rapide qui permettra de rénover et construire à Abobo 18 nouvelles classes, 139 bureaux et toilettes et réaliser 500 mètres de clôture au bénéfice de 12 groupes scolaires. Nous, le COGES, on est de passage. Mais l'État, les biens de l'État, biens des publics, c'est pour eux. Il doit prendre soin de ça toujours. Quand tu fais pour 2000 enfants, plus que 2000 enfants, c'est Dieu qui va te bénir. C'est vraiment de forts sentiments de joie et de reconnaissance. Et avoir 12 groupes scolaires qui vont être impactés justement par ces projets, c'est une grande contribution à l'amélioration des conditions de travail et d'études
des élèves de la région Abidjan 4 et de la commune d'Abobo en particulier. En plus de l'éducation, la sécurité va capter une partie de cet investissement avec la remise de 9 véhicules pick-up et 8 motos au commissariat d'Abobo. Montant total des investissements, 914 millions de francs CFA. Très vite, en 2 mois, 3 mois, les enfants pourront avoir des classes dans des meilleures conditions et étudier comme leurs camarades de toutes les autres communes de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons avoir des actions dans la sécurité. Tout le monde est témoin de l'amélioration de la sécurité à Abobo. Et avec ces moyens additionnels, nous allons pouvoir encore faire mieux. En tout cas, je suis très heureux, c'est un maire comblé qui dit toute sa gratitude au président de la République. Habitat, Sogefia, PK18, Cité Concorde sont entre autres les quartiers qui vont bénéficier du projet à impact rapide. À direction à présent, le Conseil constitutionnel où Siaka Bamba, membre du PDCI-RDA, n'a pas prêté serment ce jeudi 17 septembre comme prévu. La raison, la voici, l'impétrant ne s'est pas présenté devant les juges du Conseil constitutionnel. Et pourtant, Siaka Bamba, dans une correspondance adressée au ministre de l'Administration, du territoire et de la décentralisation, a exprimé sa volonté de prêter serment avant sa prise de fonction à la commission centrale de la CEI comme représentant du PDCI-RDA. Pour rappel, en août dernier, Henri Konambidi, le président du PDCI-RDA, avait désigné Siaka Bamba pour représenter le parti à la commission centrale de la CEI. Des précisions avec Gabriel Zani. Devant les juges du Conseil constitutionnel, la chaise de l'impétrant Siaka Bamba est vide. Siaka Bamba ne s'est pas présenté à sa prestation de serment comme convenu au Conseil constitutionnel. Pourtant, dans une correspondance datée du 16 septembre, adressée au ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, Siaka Bamba lui exprimait sa volonté de prêter serment. Monsieur Siaka Bamba, à Monsieur le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, je confirme par la présente que le président Bédié, président du PDCI-RDA, m'autorise de vous demander de bien vouloir, avec l'accord du président du Conseil constitutionnel, d'organiser ma prestation de serment en vue de ma prise de fonction à la commission centrale de la commission électorale indépendante. Aussitôt le courrier reçu, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation et le président du Conseil constitutionnel arrêtent la date du jeudi 17 septembre pour l'audience solennelle de prestation de serment. Mais jusqu'à l'heure arrêtée pour la cérémonie, point de Siaka Bamba. Les explications, elles, viendront bien plus tard. Le ministre me rappelle pour me dire qu'il vient d'avoir M. Siaka Bamba qui lui a dit que ce matin même, une réunion a été organisée au niveau de son parti, au cours de laquelle il a été convenu qu'il ne devait pas prêter serment. Le 1er août, Siaka Bamba a été désigné par Henri Konambidi, le président du PDCI, comme représentant du parti à la commission centrale de la CEI. Cette désignation avait sonné l'entrée du PDCI à la CEI, mais pour cela, il faut encore que Siaka Bamba prête serment devant le Conseil constitutionnel. Et loin des parvis du Conseil constitutionnel, une région de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, la Marawi se prépare à accueillir un hôte de marque, le chef de l'État Alassane Ouattara, qui y sera dans le cadre d'une visite d'État du 23 au 26 septembre 2020. À quelques jours de l'événement, quel est l'état du réseau routier de cette région? Notre reporter Kader Sogodogo a sillonné 3 départements de cette région, Saint-Fras, Zouinoula et Boisflé. Il nous renseigne sur l'état de santé des routes de la Marawi. Suivons ensemble ce reportage. Axe Yamoussoukro-Saint-Fras, 78 km. Des travaux de réhabilitation sont en cours. Ce tronçon est resté pendant longtemps difficile à pratiquer. Les transporteurs qui empruntent au quotidien cette route relèvent les difficultés rencontrées. C'est pas facile à rouler. Il souhaite que le gouvernement arrange bien. Du 23 au 26 septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Marawi, dont Saint-Fras fait partie. L'un des aspects positifs d'une visite d'État reste les travaux de développement initiés. La route précède le développement, dit-on. Tout est donc mis en œuvre pour redonner à l'axe Yamoussoukro-Saint-Fras son charme d'antan. Dans la commune de Saint-Fras, où le chef de l'État va animer un meeting, au niveau du bitume, c'est la reprise totale pour de nombreuses voies. 7 km sont prévus. La population de Saint-Fras va bénéficier du bitumage
des rues de la ville de Saint-Fra. Il y aura aussi le réseau d'adduction d'eau potable qui sera amélioré. Les rues de la ville de Saint-Fra et certains quartiers vont bénéficier de l'extension du réseau électrique. Pour la municipalité, cela était très attendu. La visite d'État est liée au développement. Donc pour nous, c'est un robinet de développement qui s'ouvre sur notre ville. En quittant Saint-Fra pour le chef-lieu de région Bois-Flé, vous êtes tenté de revenir par Yamoussoukro, soit plus de 120 km de route bitumée ou emprunter la voie non bitumée qui est de 45 km. Ce n'est un secret pour personne. Une route en bien mauvais état. Avant l'arrivée du chef de l'État, le reprofilage a démarré, mais l'espoir de voir l'axe Saint-Fra-Bois-Flé revêtu de bitume est une attente réelle. Cette route Saint-Fra-Bois-Flé qui est en terre battue et qui cause tant de désagréments aux populations qui partagent beaucoup de choses ensemble. Et c'est vraiment un cri de cœur que les populations lancent en direction des autorités pour que cette voie-là soit véritablement bitumée. Dans le chef-lieu de région Bois-Flé, des travaux sont également prévus pour l'arrivée du président de la République. Déjà, nous avons de bons signaux, il faut le dire. Nous voyons des machines qui parcourent déjà la ville. Et en termes de bitumage, nous avons la voie qui passe non loin de la prison civile, qui contourne la résidence du préfet et jusqu'à la préfecture qui est en train d'être bitumée. Au niveau du village d'Opoafla jusqu'au quartier d'État, des travaux de reprofilage des voies, y compris dans les sous-préfectures également. De Bois-Flé à Zenoula, la voie est bitumée. Les quelques endroits dégradés sont en cours de traitement. Les 65 km qui séparent les deux localités seront vite parcourus. Zenoula, avec l'arrivée du patron de l'exécutif ivoirien, bénéficie également de travaux. Nous sommes ici à la résidence du préfet et les travaux de rénovation de cette résidence ont débuté et ça a été réalisé environ 80%. Il y a des travaux de voirie urbaine qui sont prévus et qui sont en cours d'exécution. Il y a également des travaux d'extension du réseau électrique et d'adduction d'eau qui sont en cours. Des travaux qui répondent aux attentes des administrés du maire. La venue du président est un ouf de soulagement pour cette commune, raison pour laquelle nous avons sollicité à ce que le président de la République puisse nous donner du bitume et un château d'eau quand même, parce que le seul château d'eau qui est là n'arrive plus à alimenter véritablement la commune. Le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, qui supervise les travaux, est régulièrement en visite de chantier. Dans la Marawi, on a un réseau routier de 2700 km de route, dont 250 km bitumés. Donc toutes les routes bitumées font l'objet de traitement actuellement. Et les routes en terre aussi. Dans le cadre du programme d'entretien routier 2019-2020, il y a 800 km qui sont en traitement, mais il y a 500 km qu'on rajoute dans le cadre de l'arrivée du chef de l'État. Et en plus, on a 20 km de voirie à réhabiliter dans les 3 départements. À cela, il faudra ajouter les lieux de meeting. Et ici, on est au sein de la préfecture qui est en train d'être aménagée, où il va avoir un conseil des ministres. Dans l'ensemble, tous les travaux se déroulent très bien. La bonne note au niveau des routes de la région de la Marawi reste les tronçons Yamoussoukro, Bois-Flé et Bois-Flé-Daloa entièrement réhabilités. La joie des usagers est de mise. Avant, on pouvait faire au moins des heures avant d'arriver à notre destination. Maintenant, à moins de 5 minutes, nous sommes là. Nous félicitons le gouvernement. Actuellement, des gros camions qui vraiment ne font plus de longue durée pour accéder à Yamoussoukro, et même nous qui faisons aussi des affaires. Au total, 20 km de bitume pour Saint-Fra, Bois-Flé et Zenoula, plus de 500 km de routes reprofilées. Ce sont un peu plus de 15 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a investi pour les travaux routiers liés à la visite d'État dans la région de la Marawi. Des routes qui répondent aux attentes des populations. Voilà, une visite d'État qui se prépare avec enthousiasme, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. La Covid-19 continue de sévir.
Et les chiffres annoncés par le ministère de la Santé ce 18 septembre font état de 42 nouveaux cas de Covid-19 sur 1392 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 62 guéris et 0 décès. À la date du 18 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 200 confirmés, dont 18 392 personnes guéries, 120 décès et 688 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 148 957. Une chose est sûre, c'est que la maladie continue de maintenir la pression sur le quotidien des populations à travers le monde. La deuxième vague de Covid-19 devient une réalité pour plusieurs pays, notamment pour les Israéliens, premiers à réimposer un confinement national de 3 semaines. Le confinement entre en vigueur à partir de ce vendredi, jour de la fête de Rosh Hashanah, le nouvel an juif, et se terminera vers le 9 octobre, ont précisé les autorités. Actuellement, 153 217 cas de Covid-19 ont été recensés, dont 1103 décès pour une population de 9 millions d'habitants. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois d'orpaillage clandestin. Mais en images, Jean-Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie, a procédé le lundi à 14 septembre dernier à l'inauguration d'un chantier école des métiers des mines à Nebo, sous-préfecture située à 12 km de la ville de Divo. Dans cette école seront formés des jeunes qui s'intéressent au métier des mines. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au chapitre politique de cette édition, l'Union des femmes du RHDP se mobilise pour l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Les militantes du parti des Oufouettistes étaient réunies mercredi dernier au Palais de la Culture. Elles se mettent ainsi en ordre de bataille afin de contribuer à la victoire du candidat Alassane Ouattara. Dans leurs actions, les femmes du RHDP pourront compter sur des militantes d'autres partis comme celui du PDCI-RDA qui ont décidé de rejoindre les rangs du RHDP. On en sait un peu plus avec Konaté Moussa. Élection présidentielle 2020, les femmes du RHDP se mobilisent. La présidente de l'Union des femmes du RHDP bat le rappel des troupes pour l'échéance du 31 octobre prochain. Les femmes du RHDP, en ordre de bataille, pourront compter sur certaines militantes du PDCI. Considérant que le RHDP apparaît comme étant le seul instrument de combat politique capable de consolider la paix en Côte d'Ivoire, nous, femmes du PDCI-RDA, affirmons solennellement notre adhésion au RHDP. Mes chères sœurs, votre venue est une énergie nouvelle, supplémentaire, qui va féconder notre action. Nous vous en félicitons, car vous faites ainsi le bon choix, celui de la paix, de la stabilité et du développement. L'Union des femmes du RHDP renforce ainsi son effectif, une branche féminine du parti engagée pour la victoire du candidat Alassane Ouattara avec le soutien des cadres. Les femmes de Côte d'Ivoire, dans leur diversité politique, ethnique, religieuse, ont décidé de se mettre ensemble pour consolider la paix cultivée chaque jour par le président Alassane Ouattara, pour renforcer la cohésion cultivée tous les jours par le président Alassane Ouattara, mais surtout pour rentrer dans le train du développement démarré par le président Alassane Ouattara qui est en train de sillonner toute la Côte d'Ivoire. La plupart des femmes qui comptent au PDCI sont dans le RHDP. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui s'appelle Alassane Ouattara. Nous avons décidé d'être dans le RHDP parce que nous avons un chef qui ne tient pas compte des couleurs politiques, des couleurs religieuses, des couleurs ethniques et qui s'est engagé résolument à développer la Côte d'Ivoire. Les cadres du RHDP ont également mis les femmes en mission de sensibilisation auprès des jeunes contre tout acte de violence. Et on reste cette fois avec notre reporter Konaté Moussa qui a suivi cette fois de près cette rencontre de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain, avec les chefs traditionnels du Grand Ouest face à ces têtes couronnées issues de plusieurs régions de l'ouest du pays. Pascal Affi-N'Guessan a expliqué les motivations de sa candidature. C'était ce vendredi. Pour la conquête du pouvoir d'État, Pascal Affi-N'Guessan sollicite le soutien des populations du Grand Ouest.
Le président du Front populaire ivoirien, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, explique sa vision politique à ces populations issues de plusieurs régions de l'ouest du pays. Votre présence nous honore. C'est un message que vous nous envoyez à nous tous qui sommes les cadres du FPI. Un message à l'unité. Un message au rassemblement autour de ma candidature. Et je voudrais vous rassurer que autant nous sommes attachés à l'Ouest, autant nous nous engagerons pour que les réparations que mérite l'Ouest soient réalisées. Le scrutin présidentiel se tiendra le 31 octobre prochain. L'équipe de campagne du candidat du Front populaire ivoirien, conduite par Barthélémy Nyépa, sera officiellement connue le 26 septembre 2020. Et dans le reste de l'actualité, en Guinée, la campagne électorale dans le cadre de la présidentielle 18 octobre est officiellement lancée. Les 12 candidats en lice iront à la rencontre de leur électorat. Dans le strict respect des gestes barrières, ils devront encourager leurs militants au strict respect des gestes barrières afin d'éviter les risques de contamination au coronavirus. Environ 5,6 millions de Guinéens sont attendus aux urnes pour élire un nouveau président. Mesdames et messieurs, c'est sur cette info que se referme cette édition. Je vous retrouve demain samedi, même heure, 23h. Agréable fin de soirée. Dieu nous garde.